transition aucune. On va maintenant passer au groupe de travail Familla. Donc je me présente. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis Marine Rabérin, je travaille chez Lenovo et j'ai le plaisir de mener le groupe de travail Familla au sein du Cercle Interrel depuis un petit peu plus de 3 ans. Voilà, comme ça c'est mieux. Et effectivement, à ce titre, je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter au nom du groupe de travail Familla la manière dont le Cercle Interrel met ses compétences et son engagement au service d'une cause qui nous est chère, l'égalité femmes-hommes, et ce, dans et à travers la et les technologies, et notamment l'intelligence artificielle. Alors peut-être une question que vous vous posez tout de suite, c'est quel est le lien entre l'égalité femmes-hommes et puis l'intelligence artificielle? Alors je vous répondrai en vous disant deux mots, les données et les algorithmes. D'abord les données. En fait, les données qui sont utilisées dans les solutions d'intelligence artificielle se basent sur, bien sûr, des données du présent, mais aussi des données du passé. Et évidemment, ces données du passé, elles sont porteuses, bien finalement, des biais et d'une situation passée qui n'a peut-être plus lieu d'être aujourd'hui. Les données, elles sont traitées. Alors, qu'est-ce que c'est? Pardon. Surveille bien celle-là, je crois qu'elle est un peu féministe. Tout à fait. Et revendiquées. Donc les données, elles sont traitées et elles sont interrogées, par les algorithmes. Et ces algorithmes, en fait, ils sont construits par des équipes, donc par des hommes et des femmes, qui sont naturellement, comme tout à chacun, porteurs de biais. Et il se trouve que ces données, j'ai dit tout à chacun, hommes et femmes, en fait, ces équipes sont majoritairement masculines. Et puis enfin, les technologies d'intelligence artificielle peuvent être auto-apprenantes. Ce qui veut dire qu'elles peuvent dévier de leur objectif initial, et donc il faut être vigilant aussi à la manière dont ils évoluent dans le temps. Alors quelques exemples pour illustrer ce que ça peut devenir ensuite. Je vous prendrai 3 exemples. Par exemple, dans le domaine des ressources humaines, on a vu des solutions d'IA qui avaient appris à écarter des CV féminins. Problème. Des outils de traduction en ligne qui vont plus facilement, même systématiquement traduire des métiers les plus valorisés au masculin et ceux les moins valorisés au féminin. Ou encore, dans l'usage bancaire, donc là on parle de domaine très concret, des seuils de crédit moindres accordés aux femmes à pourtant situation professionnelle et personnelle équivalente. Alors, ça c'était pour vous poser le pourquoi, finalement pourquoi on est là. Et maintenant, vous dire un petit peu plus ce qu'on va aborder pendant l'heure qui suit. D'abord, on avait à cœur de vous expliquer que tout ça s'inscrit que cette initiative qu'on porte au sein du Cercle Interrel, elle s'inscrit dans une dynamique nationale et internationale autour des sujets d'éthique dans l'IA. Et c'est d'ailleurs le dialogue qui aura lieu juste après. On souhaite partager avec vous notre proposition, celle du Cercle Interrel, qui s'appelle le Pacte Familla pour une intelligence artificielle responsable et non sexiste. De quoi s'agit-il? Comment nous la faisons vivre? Et comment on la met à disposition pour aider les entreprises à rayonner sur le sujet? Et puis, on souhaite aussi donner la parole aux entreprises qui se sont engagées avec nous, qui ont adopté le pacte pour, on l'espère, donner toujours envie à d'autres entreprises de le faire. Et puis, on avait aussi un petit peu envie de vous parler de nous, parce que ça fait 3 ans et demi qu'on travaille intensément ensemble, et vous donner un petit peu l'envers du décor de ce que c'est que la vie de groupe au sein du Cercle Interrel. Alors, bien sûr, comme tout au long de la journée, n'hésitez pas à faire vos commentaires, à poser vos questions. On pourra y répondre en fin de session. On a un moment dédié pour ça. Et je vous propose d'ailleurs de commencer tout de suite avec une question qui nous aidera pour la suite. Connaissez-vous le pacte Familla? Parce qu'on en parle un petit peu depuis quelques temps, mais peut-être que vous ne connaissez pas. Alors, 3 réponses possibles. Soit je ne le connais pas, soit j'en ai vaguement entendu parler, peut-être l'année dernière d'ailleurs, et puis, ou alors je le connais. Et je peux d'ailleurs en parler. Donc à vos téléphones, et puis pour ma part, je vous retrouve tout à l'heure pour la table ronde des dirigeants, et je passe maintenant la parole à Florence Petain d'Intel et Roxana Rougina d'Impact AI pour vous expliquer justement cette dynamique autour de l'éthique dans l'IA. À tout à l'heure. Alors, les investissements en intelligence artificielle sont importants en France, aussi bien du côté des industries que du gouvernement. Pour preuve, le nombre de start-up en intelligence artificielle qui se sont créées en France depuis 2020,
ou les grands chantiers que nos instituts de recherche comme le CNRS et l'INRIA sont en train de porter afin de relever des défis sociétaux comme par exemple l'intelligence artificielle et le travail, l'intelligence artificielle et la santé, l'intelligence artificielle et le développement durable. La France n'est pas seule, elle fait partie de grands consortiums mondiaux comme le GPAI, Global Partnership on AI, et de plus, un texte de loi est en cours de révision et de rédaction à la Commission européenne, et la France fait partie de cette révision. Donc, ça bouge en ce moment du côté de l'intelligence artificielle et on a eu raison, il y a 3 ans, avec le Cercle Interrel, de s'intéresser à ce sujet. Donc, pour ouvrir cet atelier Femmes et intelligence artificielle et nous expliquer le contexte d'une IA qu'on dit responsable ou digne de confiance, nous avons invité notre partenaire Impact AI, donc Roxana Rugina, qui est la secrétaire générale de ce collectif, aujourd'hui. Merci Roxana d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux nous expliquer donc, ce qu'on entend par une IA dite de confiance, l'IA dite responsable? Merci Florence, ravie d'être ici avec vous aujourd'hui et encore plus ravie de partager un petit peu plus sur le sujet puisque c'est la raison d'être d'Impact AI qui est un think and do tank fondé en 2018 par des entreprises de CAC 40 mais aussi des startups ou des associations et des écoles. On retrouve les membres de Cercle Interrel aussi parmi les membres d'Impact AI. Ils sont tous investis dans une démarche d'IA responsable, tout au début pour favoriser la définition des grands principes que vous verrez aussi sur le grand écran, et aujourd'hui pour favoriser l'usage de l'IA responsable. On s'est accordé pour cela à la définition de la Commission européenne qui a engagé un groupe des experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle et ils ont défini ils ont défini ce que c'est l'IA digne de confiance. En anglais, c'est Trustworthy AI, qui se base sur 7 principes, mais qui a 3 piliers. Aujourd'hui, on parle d'une IA licite, donc un respect de lois, des législations, des réglementations au niveau national, mais aussi au niveau européen. Le deuxième pilier qui est celui de l'éthique, et ça peut être des valeurs morales ou philosophiques sur lesquelles les entreprises s'accordent, et aussi l'IA qui doit être robuste aussi de point de vue technique, mais aussi de point de vue social. Donc, tous ces principes, les 7 principes que vous rencontrez dans la définition de l'IA digne de confiance représentent pour nous la fondation de ce qu'on appelle IA responsable, qui est en effet une préoccupation des entreprises d'anticiper et de traiter les risques liés à l'IA, aux nouveaux usages de l'IA dans le quotidien, dans différents secteurs, et tout ça pour mettre en fait au cœur des services une IA qui est au respect et qui met l'humain au cœur. Merci. Donc, je pense que c'est bien clair pour cette définition. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau de la régulation et notamment des cas d'IA risque? Il y a beaucoup de débats au niveau de la Commission européenne là-dessus. On a pu voir avec l'association qui a démarré en même temps que l'initiative de la Commission européenne de mettre en place une réglementation. On a pu voir une évolution. Et si au début on parlait de définir les grands principes, aujourd'hui on est dans une réalité beaucoup plus opérationnelle et pratique. Donc on voit remonter des cas d'usage et surtout des cas d'une IA à haut risque. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur ces aspects-là, puisqu'il y a des IA qu'on appelle à haut risque automatique ou à haut risque en cours de définition. Cette réglementation, donc, elle évolue et elle est construite aussi avec des acteurs, donc les entreprises peuvent participer. Nous, en tant qu'Impact AI, représentant les entreprises, on a pu faire des recommandations et on voit qu'il y a une belle cartographie des cas à risque auxquels on peut participer. Donc, on invite toutes les entreprises
à contribuer. Dans chaque secteur, je crois qu'il y a des exemples des usages qui peuvent être considérés comme un risque, comme par exemple dans l'aviation ou dans le domaine de la santé. On a pu voir sur les données personnelles ou sur les billets. Ces modes de déploiement ou les façons d'utiliser l'IA aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent contribuer. Donc le retour des entreprises est très important pour les institutions européennes. Et nous, on est aussi là pour encourager les entreprises à le faire et à contribuer. Donc il y a un risque, c'est quand ça va toucher à la dignité humaine, à la santé, et ça va mettre en risque celui qui l'utilise. Merci. Alors du coup, du côté des entreprises, ça se passe comment? Qu'est-ce que vous observez? Est-ce qu'elles anticipent? Est-ce qu'elles sont passives? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe? En effet, il y a de plus en plus des entreprises qui s'intéressent et qui participent à cette réflexion. Au-delà de la réglementation, nous, avec Impact AI, on considère que chaque entreprise devrait se préoccuper et regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut mettre en place quand on est soit impliqué dans le développement ou dans l'utilisation d'une application IA, comment est-ce qu'on peut mettre en place une gouvernance pour s'assurer du respect de l'IA responsable. Pour cela, je suis venue aujourd'hui avec des outils parce qu'on parle beaucoup de la théorie et de la réglementation, mais les entreprises ont surtout besoin des outils concrets et des solutions pour savoir comment ils peuvent s'emparer des questions sur la dignité humaine, l'explicabilité, comment ils peuvent répondre à ces questions et s'assurer qu'au sein de l'entreprise, on respecte et on est en conformité. Donc, voilà une série de fiches pratiques qu'on a rédigées avec le collectif Impact AI pour vous donner des clés, des points de vigilance, des bonnes pratiques pour la mise en œuvre de l'IA responsable. Et on voit qu'avec Impact AI et nos questionnements autour des valeurs éthiques et de ce que ça implique, la mise en place d'une IA responsable, il y a beaucoup plus de regroupements, donc d'autres think tanks ou des associations qui se penchent sur le sujet, qui se mobilisent, soit pour traiter le sujet de la réglementation, soit pour traiter des sujets spécifiques. On voit aussi le plan stratégique qu'il y a en France qui, pour 2030, engage beaucoup d'investissements sur l'IA embarquée, donc des sujets orientés sur les impacts environnementaux, bien au-delà des sujets d'impact sociétaux et économiques. Donc nos entreprises, elles sont dans le mouvement et elles peuvent donc s'appuyer sur des collectifs comme Impact AI, le Cercle Inter, elle aussi, avec des fiches pratiques. Donc c'est la transition excellente pour donner la main aux autres personnes de l'atelier, puisque je me permets d'inviter donc Muriel Garde d'IBM et Laure Lebars de SAP pour nous expliquer effectivement ce que le Cercle Inter fait dans ce contexte d'une IA de confiance et responsable. Alors effectivement, il y a un an, au colloque 2021, nous vous avions présenté notre démarche en avant-première qui accompagne les entreprises qui ont envie de réduire et voire d'éliminer les biais de genre. Et tout au début de son intervention, Marine Rabérin, vous avez fait un sondage de savoir si vous connaissiez le pacte ou pas. Donc on voudrait les résultats de ce sondage, si c'est possible, s'il vous plaît. Je ne connais pas 73%. Bon, alors on a encore du boulot, mais quand même, il y a 16% de personnes qui le connaissent. Donc, on va commencer par un petit film qui va résumer ce pacte. Donc, les 73% ne pourront plus dire qu'ils ne connaissent pas. Je vous en prie. Le
pacte Femmes et IA du Cercle Interrel est une démarche proposée aux entreprises pour une intelligence artificielle responsable et non sexiste. Des leaders du secteur technologique et industriel l'ont déjà adopté. Il est reconnu par l'écosystème qui œuvre pour une IA éthique, en témoigne le soutien d'Aurélie Jean et de nombreuses organisations nationales et internationales. Ce pacte s'articule autour de 7 principes fondamentaux. Et de 4 étapes clés. S'engager en signant la charte, s'évaluer grâce à la grille d'auto-évaluation, agir en utilisant la boîte à outils disponible en ligne et enfin, devenir exemplaire en partageant les bonnes pratiques au sein de notre cercle de signataires. Vous aussi, adoptez la démarche proposée par le Cercle Interrel et mobilisez-vous pour un monde numérique, responsable et éthique. Alors, comme vous le venez de l'entendre, donc cette démarche qu'on propose, elle s'articule autour de 7. Est-ce qu'on va les avoir 7 principes fondamentaux qu'on peut regrouper plus ou moins en 3 thèmes. Donc, premièrement, tout ce qui est organisation, la gouvernance, la création d'un comité IA. Deuxième volet qui serait plus ressources humaines. Donc, bien sûr, faire attention à la diversité des équipes d'IA et aussi sensibiliser et responsabilisation de l'ensemble des employés de l'entreprise sur ces thématiques. Et enfin, la partie un peu plus technique, je dirais, donc tout ce qui est conformité dès la conception, tout ce qui est données, donc choix et traitement, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Les algorithmes, vous avez beaucoup entendu parler de ça, donc tout l'aspect éthique et responsabilité au niveau des algorithmes, et enfin, bien sûr, tout ce qui est évaluation et point de contrôle. Donc, tous ces 7 principes sont à travers 4 étapes, qu'on a aussi évoquées tout à l'heure. Donc, d'abord, s'engager en signant cette charte pour une IA responsable et non sexiste. Ensuite, donc de faire une évaluation, donc on propose une grille d'auto-évaluation avec des critères très pragmatiques, avec des questions qui correspondent à des jalons de maturité, donc qui permettent de s'auto-évaluer, d'évaluer chacun des projets et aussi de voir plus tard une progression. Donc ensuite, troisième étape ou troisième pilier, une boîte à outils, on propose une boîte à outils, donc un référentiel pour justement mettre des actions en œuvre pour cette progression. Et enfin, bien sûr, l'objectif c'est de s'améliorer, mais c'est d'être exemplaire, donc de valoriser ces entreprises exemplaires. Merci Laure. Alors, derrière ces travaux, depuis 2019, il y a une équipe de femmes et d'hommes que vous allez voir apparaître derrière moi, donc vous pouvez lancer la vidéo avec tous les membres de l'équipe. À l'origine, cette équipe était de quelques personnes. Ah, voilà, ça y est. Et ayant décidé de perdurer pour arriver à créer cet outil d'IA responsable et non sexiste, le groupe s'est agrandi. Et vous verrez juste un peu plus tard la chronologie de l'ensemble de nos travaux. Aujourd'hui, nous comptons environ 50 membres, mais le groupe a accueilli un plus grand nombre de personnes durant nos 3 années d'existence. Et ce qui est fort dans le groupe, c'est qu'il y a une hétérogénéité des profils professionnels avec des profils commerciaux, des profils techniques, des profils de fonctions support. Il y a aussi une hétérogénéité de seniorité qui est très intéressante. Et je dirais qu'une autre de nos grandes forces, c'est la dimension internationale de nos rôles qui nous a vraiment motivés à travailler ce pacte à la fois en français et en anglais. Donc on comprend bien quelle est la dynamique du groupe. Oui, on peut applaudir tous les membres du groupe. C'est pas fini. Donc on comprend bien tout le travail et la dynamique du groupe, mais qu'est-ce que les membres de ce groupe en retirent? Qu'est-ce que ça signifie pour eux? Alors cette année, nous avons mis en place des actions de cohésion pour créer du lien dans le groupe, pour faciliter les échanges et l'engagement. Par exemple, nous avons créé des sessions d'accueil pour les nouvelles recrues, pour qu'elles puissent comprendre là où ont été nos travaux et comment elles pouvaient s'intégrer pour amener de la valeur ajoutée à notre groupe. Nous avons aussi
parce que ce groupe, c'est aussi un enrichissement personnel et professionnel, et on a la volonté de capitaliser dessus. Donc nous avons créé aussi des sessions de partage, des sessions qui ont été informelles avec des cafés virtuels où les membres du groupe ont pu apprendre à mieux se connaître, et aussi des sessions plus formelles dans lesquelles une de nos membres, alors et donc, avec des sessions plus formelles où une de nos membres partageait avec l'ensemble du groupe son expérience dans une entreprise industrielle dans l'IA, et ça vraiment dans un esprit de sororité. Merci Muriel. Donc vous voyez, c'est un peu l'envers du décor, très très rapidement, mais on avait vraiment avec vous à cœur de partager ça. Et maintenant, je vais passer la parole à Sonia Abécassis-Leland d'IBM et Meriem Ben Abdellah Bernstein de Dassault Systèmes qui vont un peu revenir aussi sur la chronologie. Merci. Merci Laure. Vous m'entendez? Oui. Donc on va vous présenter un peu concrètement nos actions, juste un florilège de nos actions. Donc en fait, au commencement était le verbe et aussi le colloque Interel en mars 2019 qui s'appelait l'intelligence artificielle atteint l'insecte. Étant donné le succès rencontré par le colloque et aussi l'importance des enjeux soulevés, on avait décidé en juin qui a suivi de rendre ce groupe de travail pérenne, ce qui est unique dans le Cercle Interel, dans les 21 ans d'histoire du Cercle Interel. Donc, nous avons continué nos actions jusqu'en mars 2020. Je vais en citer quelques-unes, mais il y en a eu une bonne vingtaine. Les plus emblématiques, nous avons animé un webinaire avec les participants du Cercle Interel qui s'appelait « Démystifions l'IA, n'ayons pas peur de l'IA ». Nous avons animé un café IA pendant la pause méridienne du colloque en 2020. Nous avons finalisé, là j'anticipe sur ce que va vous dire Myriam, nous avons finalisé la première version de notre charte et du pacte pour une IA responsable et non sexiste. Et nous sommes étendus aussi au-delà de notre sphère, vers le milieu étudiant, pour parler des biais de genre de l'IA, une conférence d'une association qui s'appelle LGBT Talent, une association d'ingénieurs et d'étudiants. Si nous continuons nos travaux, nous sommes même soutenus par la ministre Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'égalité des chances. Et nous avons aussi des partenaires extérieurs, comme nous signons la charte Orange avec Arborus. Et le clou, c'est le lancement officiel du pacte en juin. Myriam, je te laisse continuer. Oui, merci Sonia. Donc juin 2021 fut une date importante, un grand jalon pour notre groupe, avec le lancement officiel du pacte qui a été préfacé par Aurélie Jean, figure importante en IA. Et nous avons présenté le pacte lors de multiples occasions, de multiples événements, notamment scientifiques. On peut citer ErgoIA, où nous avons soumis un article scientifique qui présente notre démarche décrite dans le pacte pour une IA responsable et non sexiste. Il y a eu des événements avec notre écosystème de partenaires tels que Impact AI lors de leur AG et conférence Femmes ingénieurs et donc, lors de leur conférence Ingénieurs, c'est pour moi, ou bien encore au Women's Forum à Milan. Nous sommes intervenus lors du Women's Forum pour présenter notre pacte, les évolutions de nos travaux et nos réflexions. Et par ailleurs, toutes ces interventions nous offrent l'occasion de sensibiliser de nouvelles entreprises, au-delà du cercle Interel, à notre démarche, tel que ce fut le cas lors de France Digital. Nous intervenons également régulièrement auprès de publics jeunes, d'étudiants, notamment ingénieurs, afin de sensibiliser les futures générations d'ingénieurs en IA, notamment, au biais de l'IA et aux enjeux sociétaux qui y sont liés, et les solutions que notre groupe Familla peut apporter à cela. Ça a été le cas au début de 2022 lors de la conférence ADSUBCO de Grenoble, ou encore lors de la conférence Télécom Paris. Et aujourd'hui, grâce au colloque du Cercle Interel, nous pouvons célébrer les jalons accomplis et introduire encore de nouvelles structures, de nouvelles personnes à notre démarche qui continue son évolution.
Alors, merci Myriam. Alors, si nous sommes aussi actives, c'est aussi grâce à nos liens avec nos systèmes de partenaires, un écosystème de partenaires très, très important, mais je vais parler des principaux. D'abord, je dirais le cercle, les think tanks dédiés à l'égalité professionnelle entre femmes et hommes. Je vous ai cité par exemple le laboratoire de l'égalité qui sont présents aujourd'hui. Merci à vous. Avec le Women's Forum, une de nous est intervenue à Milan, au Women's Forum, comme Myriam l'a dit, et aussi EGAL, qui est là, c'est notre orientation vraiment internationale, puisque EGAL, c'est le think tank du MBA de Berkeley, en Californie. Là, nous apportons notre expertise métier et gestion de projet, puisque dans nos groupes, comme Muriel vous a dit, on est beaucoup de chefs de projet. Ensuite, notre deuxième type de think tank, c'est des think tanks spécialisés donc, dans l'intelligence artificielle. Et là, nous apportons notre expertise égalité femmes-hommes, diversité et inclusion en général. Je vous citais, par exemple, vous voyez Numéum, qui est maintenant, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Syntec, Impact IA et la FNUM, énorme, donc un partenaire institutionnel. Et le dernier, pas le moindre, Myriam ? Oui, alors notre groupe partage également son expertise diversité et inclusion auprès de startups telles que Cognid.ai, ainsi que d'institutions de recherche publique, d'universités. Donc en France, on peut citer Femmes Ingénieurs et Teens in AI. Et au niveau européen, il y a l'association européenne BDVA et la Commission européenne. Et donc maintenant, nous passons la parole à Théa Rucavina d'Orano et Émilie Sirvanyan d'Orange. Merci beaucoup Myriam et Sonia. Donc maintenant qu'on a décrypté le pacte et parlé de notre réseau, allons voir qu'est-ce qui se passe du côté des entreprises, parce que c'est pour elles qu'on a créé cette démarche. Donc parmi les entreprises signataires de la charte, et je rappelle la charte est la première étape de notre pacte qui est un ensemble, on trouve des entreprises suivantes. On a SAP, Qualcomm, Schlumberger, IBM, GA Healthcare, Engie, NGE, Lenovo et Orano. On veut bien entendu élargir le rayonnement de notre pacte et en fait une promotion continue pour le faire découvrir au plus grand nombre d'entreprises de toute taille et de toute industrie. Et je vous propose maintenant d'écouter certaines de ces entreprises signataires dans la vidéo qui suit et on va entendre des autres lors de la table ronde tout à l'heure. Vidéo, merci. When we were introduced to Interels and saw the important technical work you were doing, we were thrilled to support the Women in AI pledge. The world simply cannot continue to leave behind the talent and ideas of underrepresented people. Looking at Interels and the Women in AI initiative, I was impressed by the depth and the technical aspects of what you are working on. We need powerful, committed industry groups like Interels to work with on designing and using these technologies in fair and equitable ways. I believe this perspective is quite unique to the AI world. I'm proud Qualcomm is supporting Interels and the Women in AI initiative, and both Qualcomm and myself look forward to additional ways we can stay involved. Alors ce pacte femmes et intelligence artificielle pour General Electric est absolument critique. Parce que déjà, ça va nous permettre de collaborer avec d'autres sociétés et travailler dans le même sens. Et cette co-construction, elle est absolument nécessaire si l'on veut avoir plus de femmes dans le monde de l'intelligence artificielle et afin de créer cette médecine de précision dont nous avons absolument besoin. Donc c'est un engagement extrêmement fort sur lequel nous allons travailler dans les mois et les années à venir. C'est sur cette voie que s'est engagé le centre de recherche et la charte Interel est pour nous un jalon important pour renforcer cette démarche. La force de la coalition Interel permet de partager des objectifs communs, comme accroître la mixité et favoriser l'accès des femmes à des postes de responsabilité. C'est particulièrement important pour Engie, qui s'est donné un objectif qu'on appelle l'objectif 50-50 à l'horizon 2030. Notre centre de recherche et développement compte déjà 37% de femmes. Pour nous, ce pacte est important car c'est une démarche volontaire et engagée
permettant à chaque entreprise de s'auto-évaluer et surtout de continuer à progresser pour préparer le monde de demain avec les nouvelles technologies. Cet engagement est véritablement un moyen de contribuer au développement d'une société de confiance, plus ouverte, plus juste et plus égalitaire. Il est très très important d'être sûr que ces notions d'éthique sont tout à fait au cœur de développement, puisque c'est encore une fois pas simplement pour nous, mais pour tous ceux à qui on va fournir ces technologies. Donc encore une fois, pour nous, c'est non seulement important en tant que, on va dire, utilisateur de ces technologies, mais notre rôle de multiplieur est encore plus important, et c'est pour ça que nous sommes particulièrement fiers de suivre ce mouvement. Et d'ailleurs, je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, je dis que c'est SAP France qui signe ce pacte, mais bien évidemment, nous allons essayer de promouvoir ce pacte à l'intérieur de SAP Global. Ok. Bonjour à tous, moi je vais donc vous parler de la boîte à outils. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment dans notre démarche de la charte à le lancement d'actions concrètes. Notre boîte à outils est là pour vraiment aider les entreprises à passer les jalons de maturité. Et d'ailleurs, on est vraiment fiers de cette démarche, c'est assez différenciant d'être aussi actionnable pour les entreprises. L'année dernière, vous avez présenté un peu le concept de rassembler des outils et d'une amélioration continue aussi de notre boîte à outils. Et donc, je vais vous présenter un peu ce qu'on a fait cette année sur le sujet. Donc, on a continué à créer des nouveaux outils. Donc, par exemple, nous avons créé un outil qui recense en fait toutes les briques techniques, les licences, les librairies open source pour gérer les biais de genre. Nous avons également travaillé sur le format en fait de nos outils, à les rendre plus homogènes et aussi pour les partager. On est passé en licence open source pour pouvoir les partager entre entreprises et avec nos partenaires. Et nous avons également justement travaillé avec les partenaires pour créer des nouveaux outils. Par exemple, avec Berkeley Haas, nous avons travaillé sur le sujet de l'évaluation de l'impact humain des technologies et aussi, évidemment, de l'impact sur le genre. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a vraiment un mouvement pour améliorer en continu cette boîte à outils. Merci Émilie. Et du coup, pour vraiment concrétiser cette mise en œuvre de la démarche, on a créé aussi un cercle d'action femmes et IA pour soutenir les actions mises en place par chaque entreprise signataire. Donc cet cercle, il a comme but de faciliter le partage d'expériences et des bonnes pratiques qui vont ensuite enrichir la boîte à outils, comme l'a mentionné Émilie. Et c'est là aussi, ça crée un effet d'émulation au sein du groupe, car c'est toujours plus facile d'être exemplaire et d'innover quand on est en bonne compagnie. Nous réalisons aussi une animation régulière autour des 7 piliers, avec les contributions de chaque membre de ce cercle. Aussi, pendant les réunions, on se concentre sur le déploiement des actions et des retours d'expérience qui incluent des succès, mais aussi des problèmes dans l'implémentation. Comme ça, en fait, ça peut aider les autres entreprises membres du cercle. Et comme vous pouvez voir ici sur le slide, nous avons aussi une plateforme dédiée, Sophia, qui veut dire Solutions et outils femmes et IA, qui regroupe en fait toutes les ressources numériques autour du pacte. Cette plateforme, en fait, elle nous aide et elle facilite les échanges autour du sujet de l'IA responsable et éthique pour devenir des moteurs et vraiment des porteurs de changement pour nos entreprises, mais aussi pour la société au sens large. Et maintenant, je voudrais vous solliciter à nouveau parce qu'on voudrait vous poser une question. Donc, regardez sur vos téléphones. On voudrait vous solliciter sur, en fait, quelle entreprise vous pourriez proposer d'être signataire de ce pacte dans votre réseau professionnel ou aussi personnel. Donc, dans le champ entreprise, vous mettez l'entreprise qui pourrait être potentiellement intéressée et vous pouvez aussi laisser votre email si vous voulez qu'on vous recontacte par la suite. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Très bien, merci beaucoup. Et maintenant, on laisse la parole à Marine et à Laure et à nos dirigeants qui ont déjà adopté le pacte pour vous parler comment ça s'est passé. Merci. Allez-y, moi je... Je compte le nombre de sièges.
C'est bon, je me mets là. Jocelyn. Allez chercher un micro. Ah voilà, super. Alors bonjour, rebonjour à tout le monde. Alors je suis accompagnée dans l'animation de cette table ronde par Laure Lebars, qui est directrice de recherche chez SAP. Et nous sommes évidemment ravis d'accueillir à notre table ronde nos 3 dirigeants d'entreprises signataires. Donc nous avons avec nous Jocelyn Kéroubi, directeur du Lab IA chez Schlumberger, Monsieur Pierre Cardeux, directeur de la stratégie digitale chez NGE, et enfin Jean-Rénal Massé, directeur au département recherche et innovation chez Orano. Bonjour à tous les 3 et puis merci encore d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour témoigner en tant qu'entreprise signataire de l'adoption du pacte dans votre entreprise. Et cela me permettra, Marine, de t'interroger également en tant que directrice IMIA du segment éducation chez Lenovo. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, peut-être commencer par vos 3 entreprises. En fait, chacune, évidemment, présente des cas de figure différents. Néanmoins, elles font partie de secteurs, que ce soit les travaux publics ou le secteur industriel. C'est des domaines où on ne perçoit pas forcément intuitivement, on va dire, quels sont les cas d'usage possibles de l'IA. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de l'adoption du pacte au sein de vos entreprises, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples, 1 ou 2 cas d'usage dans chacune de vos entreprises. Et je me tourne peut-être tout d'abord vers vous, Pierre, côté NGE, qui est une entreprise donc, de BTP. Voilà, si vous pouvez citer 2 ou 3 domaines. Ouais, avec plaisir. Alors, de notre côté, NGE, on est encore en phase exploratoire sur le sujet de l'IA, parce qu'on sait quelque chose qu'il faut qu'on regarde de près. Et donc, on a testé notamment de la prévision de trésorerie, où on est allé explorer aussi les sujets de la réclamation, avec un outil qui nous permet de faire en gros un contrôle F amélioré, pour nous aider à construire un petit peu ce qu'on a besoin. Donc plutôt dans des fonctions support par rapport au métier de NGE. Jocelyn, qu'en est-il pour Schlumberger ? Alors, Schlumberger, pour rappel, c'est une entreprise qui développe des technologies pour évaluer le sous-sol, pour le forage, mais aussi la production de puits de pétrole et de gaz. Et nous nous tournons maintenant beaucoup vers le digital et les nouvelles énergies. Alors, si je veux donner quelques exemples, donc on a beaucoup de projets en intelligence artificielle. Là, dans le labo, on a une centaine de projets, donc c'était difficile de sélectionner. Par exemple, lors des forages, on est capable maintenant d'acquérir des images, et avec l'analyse d'images et avec l'intelligence artificielle, on est capable de vraiment savoir quelle est la stabilité des puits, mais aussi détecter des structures géologiques qui va nous permettre de vraiment optimiser la direction des puits pour pouvoir atteindre des zones d'intérêt. On a aussi dans la géoénergie mis en place un algorithme d'optimisation qui permet de choisir le nombre de puits et la localisation de ces puits pour pouvoir récupérer le maximum de chaleur ou de froid, parce qu'on est dans la géoénergie. Et je peux citer aussi une application qui est dans les ressources humaines, qui est plutôt développée aux États-Unis, où là, pour les employés, on a un système de recommandation pour des formations ou pour pouvoir justement préconiser des postes pour les personnes et les employés de Schlumberger. Merci. Et pour Orano, est-ce plutôt un usage métier ou support ? Alors nous, on fait les deux. Donc Orano, on travaille dans le cycle du combustible, dans le nucléaire. Donc on va jusqu'à l'extraction minière, jusqu'au recyclage. Alors nous, principalement, on a pas mal de projets dans l'IA. On l'utilise au quotidien, au service de nos opérateurs pour leur simplifier la vie et de l'aide à la décision. Donc dans nos usines. Donc il y a 3 grandes thématiques, suivant le type de données que vous allez utiliser. Alors ce qu'on dit, c'est les time series, c'est-à-dire que vous avez un phénomène qui arrive dans le temps et vous voulez le corréler avec plein de variables. Alors le cerveau, on est un peu limité, donc là les maths nous aident. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va améliorer des rendements, on va détecter des panneaux plus tôt, donc par exemple la maintenance, et on regarde même, on est un peu prospective aujourd'hui, on regarde par exemple quel est l'impact climatique sur nos usines pour voir qu'est-ce que ça pourrait faire. Donc ça, c'est une première catégorie. Deuxième catégorie, c'est le traitement du langage, NLP. Alors là, par exemple, ce qu'on fait chez nous, on a une masse documentaire, parce qu'avant d'être digital, on a fait plein de choses à la main, et comment on peut exploiter cette masse-là. Donc on a une usine à La Hague, on a des milliers de rapports. Donc aujourd'hui, on est en train de traiter ces rapports pour la maintenance et pour détecter. C'est des rapports d'intervention de gens qui sont venus sur place, et on exploite ces données-là pour en faire un modèle prédictif pour essayer d'éviter une panne et l'arrêt de production. Et un troisième sujet,
qui est tout ce qu'on appelle computer vision, c'est-à-dire que vous mettez des caméras et là, vous utilisez les capacités mathématiques pour détecter des choses. Donc on a différentes applications. Vous pouvez faire du tri automatique, de la segmentation. Vous pouvez aussi traiter de la matière organique ou de la qualité sur une chaîne de production. Mais c'est massivement des applications industrielles. J'étais trop long. Hein. Voilà, c'est ça. Je me méfie. Hein. C'est la nouvelle méthode. Voilà, on est. Marine, à ton tour chez Lenovo, et là, cette fois-ci, avec cette casquette leader de l'initiative Women in AI chez Lenovo. Donc c'est bon, je peux parler. Ouais, alors effectivement, Lenovo, donc on est un acteur dans l'industrie informatique, donc plus naturellement, on se penche. C'est plus évident, effectivement, qu'on soit impliqué sur ces sujets-là. Alors je dirais il y a deux aspects. D'abord, on met à disposition des outils qui permettent aux entreprises justement de créer des solutions d'IA. Par exemple, on met à disposition du matériel qui permet de faire du calcul intensif, ce qu'on appelle le HPC. On met aussi en place des plateformes informatiques qui permettent de plus facilement construire les algorithmes. Donc ça, c'est sur la partie aide à la construction de l'IA. Et puis nous-mêmes, effectivement, on intègre de l'intelligence artificielle. J'ai deux exemples qui me viennent en tête qui vous parleront certainement. Dans nos téléphones portables, ceux que l'on propose à nos clients, on intègre de l'IA justement pour l'optimisation des prises de vue des caméras, des appareils photo. Un autre cas de figure, c'est celui de l'IA qu'on va utiliser dans les assistants vocaux qu'on intègre dans nos PC, par exemple. Donc là, c'est la transition. Donc j'imagine que c'est la raison pour laquelle vous avez signé la charte. Signer la charte, je rappelle, c'est la première étape dans cet engagement, dans le pacte. Évidemment, aussi parce qu'on était fortement impliqués dans le groupe, donc naturellement on a voulu porter ce sujet-là au niveau de l'entreprise. Donc on n'a pas fait qu'à partir de la France, en fait on s'est allié avec différents groupes d'employés, que ce soit dans d'autres pays d'Europe, en Chine, aux États-Unis, pour en fait porter cette proposition de la signature du pacte auprès de nos dirigeants au niveau France, Éric Lallier est là, mais aussi au niveau mondial. Et je dois dire que cette proposition, elle a reçu un accueil tout à fait favorable, assez rapidement, parce que finalement ça venait en écho complet avec la stratégie de diversité et d'inclusion qu'on a au niveau de l'entreprise. Et donc, quelque part, voilà, ça s'inscrivait là-dedans. Ça s'inscrivait aussi dans la dynamique du fait qu'on a récemment mis en place un département qui est dédié au fait de vérifier que les produits et les solutions qu'on propose sont en adéquation avec notre clientèle et avec notre clientèle dans toute sa diversité, évidemment. Donc voilà, effectivement, cette question de culture d'entreprise, ça c'était aussi, quand on avait préparé la table ronde, quelque chose dont vous m'aviez parlé, Pierre notamment. Ouais, c'est vrai. Chez NGE, on sait dans le BTP, on n'est pas l'industrie qui est la plus féminisée. Et donc on a des démarches qui sont lancées dans le groupe depuis quelques années, notamment maintenant avec le groupe NGE Mixité, dont il y a quelques représentants dans la salle. Donc quand le sujet de la charte Familla est remonté, ça nous paraissait assez naturel de s'y lancer, surtout qu'on était un petit peu aux fondations de ce qu'on faisait d'un point de vue IA. Et ça a reçu un très bon accueil de la part de la direction. On a 8 dirigeants qui sont venus signer chez nous et c'est quelque chose qui a été beaucoup poussé. Oui, je crois que c'est la signature de charte qui a été la plus nombreuse, quoi. Il y avait plus de place pour... Fallait limite dire aux gens, arrête, ne signe pas, s'il te plaît. Et même moi, dans mes fonctions, c'est quelque chose qui était intéressant pour accompagner le sujet de l'IA et nous donner un petit peu des leviers et de la visibilité sur le sujet, quoi. Et maintenant, on va passer à l'entreprise qui a signé en tout premier. Donc, Jocelyn Schlumberger et notamment son dirigeant Olivier Perret ont été dans les premiers à signer en février 2021. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus ? Déjà, je pense que cette initiative s'inscrit parfaitement en fait, dans notre culture d'entreprise chez Schlumberger qui promeut vraiment la diversité, diversité au sens large, donc diversité de genre, de nationalité et d'âge. Donc c'était une combinaison entre cette culture et des individus décisionnaires comme justement notre président en France, Olivier Perret, qui est très sensible à cette question et qui voulait, lorsqu'on a créé ce labo d'intelligence artificielle il y a 3 ans, qu'on soit exemplaire sur cette question, et notamment parce qu'on devait aussi recruter toute une nouvelle équipe dans ce laboratoire. Donc il a aussi poussé, par exemple, pour une signature du Manifest for AI, qui est en fait qui suit les préconisations du gouvernement suite au rapport Villani.
Et puis aussi un autre individu qui est bien sûr notre PDG, qui est Olivier Lepeuch, qui a recentré en fait notre entreprise vraiment sur l'humain et qui par exemple a très récemment émis un rapport qui de manière publique et transparente, fait un statut des inégalités qu'on a dans l'entreprise, inégalités de genre entre femmes et hommes, que ce soit pour les salaires, pour la proportion, qui s'engage à faire des actions, mais aussi à une continuité, c'est-à-dire une progression continue, et d'émettre ce rapport tous les 6 mois pour voir nos progrès dans ce domaine. Donc c'est vraiment, je dirais, la combinaison entre vraiment la culture d'entreprise, des individus décisionnaires qui ont poussé pour cette signature, et peut-être aussi un bon timing, si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'on avait vraiment créé ce laboratoire il y a 3 ans qui correspondait justement à cette signature. Ouais, donc une bonne convergence des étoiles. Et pour vous, chez Orano, qui a signé beaucoup plus récemment, Oui, donc nous on a signé la convention en novembre. Bon, on a des ambassadrices chez nous, Nathalie Collignon ou Théa, vous l'avez vu sur scène, donc on a des points de vigilance. Donc ça s'aligne avec les valeurs d'Orano. Donc quand on l'a signé, je dirais, il y avait 3 membres du COMEX qui étaient là, et notre patron, notre CEO, Philippe Neuro, est très attaché à ça, la diversité et l'équité homme-femme dans le groupe. Donc ça va dans le sens de ce qu'on veut faire. Oui, en fait, en préparant la table ronde, ce que j'ai constaté, c'est que finalement, toutes nos entreprises, mais je crois que c'est aussi vrai pour les autres entreprises signataires, finalement, elles ont signé cette charte en anticipation, c'est-à-dire que c'est pas tellement une approche correctrice, mais c'est plutôt être suffisamment en amont pour construire en fait des équipes, des départements qui, dès le départ, en fait, sont alignés avec les questions avec la prise en compte des biais de genre. Et ça, je trouve que c'est plutôt positif parce que ça montre que les entreprises, elles ont bien conscience du sujet et qu'elles sont sur ces sujets-là en amont en fait des risques potentiels qu'on pourrait voir arriver. Donc c'est plutôt positif. Oui, justement, on va parler après la signature, donc la signature de la charte, c'est une première étape, mais il y a les étapes qui viennent ensuite, donc tout ce qui est l'auto-évaluation et surtout les actions. Donc de quelle manière vous avez mis ça, donc là je me tourne vers Pierre, chez NGE, quelles actions vous avez entreprises? Pour rebondir un peu sur ce que disait Marine, nous ça a d'abord eu un rôle éducatif, donc cette charte on l'a affichée dans notre lab et ça vient générer des discussions en fait, avec les gens qui nous visitent, qui nous interrogent sur cette charte affichée, et donc ça permet déjà de sensibiliser un peu les gens sur le sujet et de les informer un petit peu des biais que peuvent amener l'IA. Et ensuite, du coup, nous on travaille aussi avec pas mal de partenaires quand on parlait notamment des projets sur du NLP ou de la correction de langage. On pousse ça auprès de nos partenaires en leur demandant de s'assurer de respecter un peu les fondations que vous avez posées dans la charte et qui sont essentielles pour nous. Et pareil, dans l'aspect éducatif, on fait des projets en exploration avec notamment notre partenaire, la plateforme à Marseille, qui est une école qui travaille sur l'IA. Et donc on amène ça aux étudiants pour leur poser la réflexion en début de projet, pour les cadrer un petit peu sur le sujet. Donc ça nous accompagne un petit peu sur le début de nos projets, même si pour l'instant on n'a pas de sujet énorme d'un point de vue biais et sexisme, mais ça nous permet de nous poser les fondations et au moins de nous poser les bonnes questions en début de projet. Oui, puis ça montre aux étudiants justement que ce sont des sujets à traiter sur la question. Et je crois aussi que vous parliez du fait que ça crée aussi du dialogue avec les fournisseurs, finalement pour qu'eux-mêmes se posent les bonnes questions sur ce Exactement, sujet. ouais, on leur pousse et nous ça devient un petit peu une checklist qu'on consulte au moment de nos échanges avec les fournisseurs et quand on a nos réflexions sur la structure de ce qu'on peut construire. Alors j'en profite parce qu'effectivement, c'est le cas pour NGE, mais on y viendra aussi pour les autres entreprises, c'est de mentionner que chez NGE, par exemple, ce que vous partagez avec moi, c'est que quand on regarde la composition des équipes IA et digitale, 40% de femmes. Donc, on a eu la chance d'avoir pas mal de jeunes femmes qui nous ont rejoints récemment, donc c'est plutôt agréable. Et je crois que... Voilà. Allez, avant, vous pouvez applaudir NGE et vous allez aussi applaudir Schlumberger et Orano. Voilà. Schlumberger, par exemple, pas mal aussi sur oui, on est en fait à 50-50%. Donc, Qui dit mieux? Qui dit mieux? Mais attendez.
on a un petit problème. C'est-à-dire qu'en fait, on a aussi récemment fait évoluer des personnes dans notre labo. Donc, on les a transférées dans d'autres départements pour pouvoir aussi les promouvoir. Et donc, on avait 3 femmes sur 4 qui ont été transférées, qui est une bonne chose, mais qui a créé justement peut-être une petite disparité. Mais heureusement, là, nous avons actuellement 6 stagiaires, et il y a 4 femmes sur 6 stagiaires. Donc, on va pouvoir recruter ensuite pour La relève est assurée. Voilà. Ce qui n'est pas évident, c'est pas évident. Voilà. Nous, c'est pareil, hein, on a la chance d'avoir un 40% de femmes. Alors, je dirais, dans l'IA, le plus dur, c'est de les garder. Hein, parce que c'est un marché très tendu et je dirais que quel que soit le genre, les bons éléments, c'est difficile de les garder. Donc nous, après avoir signé la charte, on a agi. Donc on a fait une campagne de sensibilisation en interne où on a présenté un petit peu quels étaient les risques et tout ce qui pouvait, les problèmes associés. Donc on l'a fait à toute la communauté, je dirais, data scientist élargie avec toute la transfo digitale. Donc ça nous a amené aussi, on a un programme de transformation sur la gouvernance de la data, d'ajouter cette dimension-là qu'on n'avait pas, je dirais, aussi mis en avant. Et puis on l'a testé sur des projets et donc ça nous a permis aussi par rapport à nos partenaires dans l'IA de voir aussi quelle était leur démarche vis-à-vis de l'éthique par rapport à l'IA et donc de l'associer. Donc maintenant dans les contrats on peut rajouter une petite ligne là-dessus pour vérifier que collectivement on est tous alignés. Et donc ça a été directement lié à la mise en pratique du pacte suite à la signature de la charte. Tout à fait. Ok. Côté Schlumberger, peut-être comment vous utilisez finalement cette signature du pacte Je dirais déjà qu'on a capitalisé sur la signature pour pouvoir sensibiliser à l'extérieur d'autres industries, notamment lors du salon Vivatech ou autrement lors de nos discussions pour le manifeste pour l'IA, donc pour vraiment les sensibiliser sur cette question. Une sensibilisation aussi en interne parce qu'on est disons un groupe qui est assez éclaté où il y a de l'intelligence artificielle un petit peu partout et notamment ça a permis au groupe et au département aux États-Unis qui développent les logiciels de ressources humaines de se positionner par rapport à cette démarche. Finalement ils ont été donc sensibilisés mais ensuite ils ont suivi plutôt les recommandations du Congrès américain mais c'était une bonne manière de les sensibiliser au départ. Après, autrement, nous, dans notre labo d'intelligence artificielle, on n'a pas beaucoup d'applications qui ont un impact sur l'humain. C'est beaucoup du traitement de données capteurs, images, signal et texte. Mais on a pu au moins se positionner au niveau de l'entreprise, de voir que justement notre culture nous permettait de bien se positionner, mais aussi de voir tout le chemin qui restait à faire. Donc, par exemple, sur la diversité, je vous en ai parlé, on est à 50-50. On a réussi ça, mais peut-être qu'il faut formaliser un petit peu pour que ça s'inscrive sur la longueur, que ça s'inscrive sur une pérennité pour qu'on ne puisse pas avoir ensuite des régressions à ce niveau-là. Au niveau du comité, on a un comité d'éthique qui a beaucoup d'influence, mais où il va falloir aussi travailler pour mettre des éléments d'intelligence artificielle responsables. Et au niveau de la conception des produits IA, ça, c'est un sujet qui est très compliqué, comme on l'a évoqué, parce que en fait, les problèmes de biais, moi je suis dans le monde technique, se retrouvent un peu dans toutes les étapes de la conception, que ce soit la récolte des données, le modèle, mais aussi l'évaluation. Et aussi l'intelligence artificielle, ça crée des modèles qui vivent et qu'il faut remettre à jour régulièrement. Donc il faut faire en sorte qu'il n'y ait jamais de biais. Et donc ça, il va falloir mettre en place aussi des process et des actions qui vont permettre d'évaluer ces logiciels et de faire des progrès dans ce sens-là. Donc oui, pardon. Oui, donc on est bien positionné, mais aussi on a pu voir qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire, mais ça nous a aidé justement à évaluer ce qu'on devait faire, même en termes de priorité. Oui, c'est ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est de faire une évaluation, un état des lieux, mais aussi d'imaginer, de trouver des nouvelles actions, de nouvelles avenues. Et chez Lenovo, comment ça se traduit ? En fait, je résumerai en disant qu'effectivement, la première auto-évaluation qu'on a faite en octobre 2021, ça nous a permis d'abord de nous rendre compte que finalement, comme vous disiez, la culture diversité-inclusion avait pour conséquence positive le fait qu'on était qu'on avait pas mal d'atouts en fait sur la question du traitement des biais de genre, que en fait
les équipes y étaient, on va dire, naturellement et intuitivement attentives. Mais par contre, ce qui manquait peut-être, c'était la systématisation et les process qui permettaient de pérenniser effectivement cette approche. Et donc nous, le premier champ d'action en fait, sur lequel on est attentif maintenant, c'est le renforcement de la gouvernance, parce qu'en ayant une gouvernance forte autour de ces sujets-là, ça permet justement de systématiser l'approche en fait, et la pérenniser. Alors pour conclure la table ronde, désolé, le temps presse, 2 mots. Pourquoi à titre personnel? À titre personnel, je dirais que ces sujets de biais sont forcément très intéressants et si on veut voir les choses évoluer, il faut à un moment s'y impliquer personnellement. Donc moi, je trouvais intéressant de pouvoir s'y impliquer pour mener un changement qui me paraît intéressant et important à suivre. Merci, Jocelyn. Je pense tout simplement... En 2 mots. Pas de pression. On n'a pas le choix si on veut que les solutions soient adoptées et qu'elles soient efficaces. Je pense qu'on a un problème d'acceptation au niveau de la société, donc c'est juste qu'on n'a pas le choix. Et aussi, je pense que j'ai 2 petites filles à la maison, donc j'ai pas trop le choix non plus. Voilà. Une bonne raison. Jean-Reynald. Et Jean-Reynald. Alors, 2 choses. Je pense que vive les biais et vive les risques, que ça vous permet d'être intellectuellement plus intelligent et s'il faut démystifier les choses. Et puis sur l'équité, j'ai une femme qui est cadre, aussi dirigeante dans un groupe industriel. Je n'ai pas demandé à l'IA pour faire des enfants, on en a fait 3. Et sa carrière a été beaucoup plus difficile que la mienne. Donc il ne faut pas baisser la garde. Merci beaucoup. Merci à tous les 3 d'avoir répondu à nos questions. Je vous propose de rester encore quelques instants avec nous. Florence, si tu veux bien nous rejoindre et puis peut-être partager les questions qui ont été posées par l'audience sur l'application ou si vous en avez. Alors, je vais commencer par une question pour le groupe IA. Je vais laisser la salle réfléchir pour les intervenants. En fait, il y a une question qui n'est pas forcément inintéressante. C'est pourquoi les 17 entreprises de notre cercle Interrel n'ont pas encore signé la charte? Parce que, alors, déjà, l'ensemble des entreprises du Cercle Interrel contribuent très activement. En fait, le groupe que vous avez vu défiler tout à l'heure, toutes les entreprises du Cercle Interrel sont représentées et travaillent activement. Maintenant, chaque entreprise a un niveau de maturité différent, d'abord sur le traitement de l'IA, et puis aussi des entreprises qui... on a plusieurs cas de figure où en fait c'est un sujet qui est traité très sérieusement et du coup l'engagement sur cette charte et à travers le pacte en fait est pris très au sérieux et donc demande aussi beaucoup de qualifications en interne parce qu'elles ont à cœur aussi qu'une fois signées elles puissent déployer concrètement l'action. Donc on a des cas de figure comme celui-là. Donc ça va venir et au-delà des entreprises du Cercle Interrel, ce qui est aussi intéressant c'est de déployer le pacte au-delà du Cercle Interrel et ça aussi c'est un sujet sur lequel on s'attelle. On est en train de discuter avec certaines. Et il y en a dans la salle qui sont prêts à signer. Justement, quand tu disais étendre, il y avait aussi une question qui est, là on a une représentativité des grands groupes, mais quid finalement des startups qui elles aussi poussent l'innovation, ont beaucoup de solutions IA. Est-ce que vous avez aussi commencé à des discussions d'ouverture vers ces groupes? Je crois que Sonia et Myriam en ont parlé. On intervient auprès de France Digital, par exemple. Donc on a été en contact avec des startups parce que le pacte s'applique complètement à des entreprises de petite taille comme des startups, comme à des grands groupes. Donc c'est absolument adapté à toute taille d'entreprise et à tout secteur d'activité. Donc évidemment, pour nous, c'est important d'être en contact avec les startups parce que non seulement elles-mêmes peuvent adopter le pacte, mais aussi elles peuvent préconiser les principes du pacte auprès de leurs clients en fait. Très bien, merci beaucoup. Alors du coup, je vais peut-être profiter d'avoir une salle presque comble pour peut-être avoir une ou 2 mains se lever pour une question, pour le groupe ou pour les personnes et nos invités aujourd'hui. Rémi. Merci. Bonjour. Il y a une question qui est apparue, c'est est-ce que vous avez des perles de ce que l'on a raté avec les biais en n'ayant pas fait la prise en compte de l'égalité? Moi j'ai un petit élément si vous voulez dans ce qu'on avait exploré où on a exploré, on voulait être capable de faire de la reconnaissance d'images, un peu comme sur Google Photos, quand vous tapez plage, faire la même chose avec nos machines, avec du personnel, être capable pour la communication de retrouver facilement une photo avec 5 personnes, dont 2 femmes, des choses comme ça. Et en fait, on a pris un paquet de photos au hasard pour entraîner la machine qu'on est venu labelliser. Et en fait, parce qu'on n'a pas une très grande représentativité féminine, on avait assez peu de femmes pour entraîner la machine. Et du coup, on était encore moins bon à retrouver des femmes. Et du coup, automatiquement, on était moins bon à ressortir des photos de femmes. Donc un biais
et qui est un serpent qui se et tourne ça avec d'ailleurs c'est un cas qu'on avait vu apparaître aussi il y a quelques années, donc avec la difficulté à reconnaître les femmes et encore plus les femmes avec une couleur de peau foncée. Là c'était double peine pour ces personnes-là dans la reconnaissance. Oui, plus généralement dans tout ce qui est apprentissage, la qualité des données est essentielle. Et donc ça, vous avez toujours des biais, il y aura toujours des manques, mais par contre, il faut pouvoir enrichir et toujours faire apprendre aux algorithmes ce que vous devez traiter, quoi. Si nous on fait des systèmes de tri, on a traité 80% des bonnes choses au départ, et puis après il faut affiner, il faut toujours entretenir la machine, quoi. C'est comme notre cerveau, il faut le nourrir. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question ? Non, écoutez, je vais vous laisser conclure du coup. Eh bien oui, effectivement, donc c'est le Merci. moment de conclure. Merci Florence, merci à tous. Alors j'aimerais pour conclure d'abord qu'on se lève, et puis que j'aimerais accueillir tous les membres du cercle, du groupe Familla à venir sur scène, ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, sachant qu'on en a aussi pas mal qui nous regardent en visio, donc on les salue bien. Je fais de la place. Et alors j'aimerais simplement conclure cette... C'est bon ? Je vais descendre de scène. C'est bon. Et j'aimerais simplement conclure cette session en vous interpellant en vous rappelant que vous aussi, en fait, vous pouvez contribuer à votre mesure à un monde numérique, à une intelligence artificielle qui soit responsable et éthique. On est raccord, là. Comment le faire ? En fait, c'est simplement, entre autres, en parlant du pacte, auprès de votre réseau professionnel, personnel également. Et puis, nous, on peut vous y aider. Vous nous contactez, voilà, l'adresse est là. Et on vous fournira tout ce qu'il faut. Et on sera là pour vous aider à parler et promouvoir le pacte auprès de l'entreprise auquel vous pensez. Donc, merci à vous d'avance. On compte sur vous. Et puis, on vous dit à bientôt. Merci. Merci.